bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode DRS d'Entourloupe dans l'Azimut. Alors, épisode DRS, oui et non, puisque ici il ne s'agira pas d'une discussion, et non, on ne sait pas, est-ce que c'est un nouveau format, on ne sait pas, mais en tout cas, un épisode plus court d'Entourloupe dans l'Azimut, dans un format un peu différent, puisque je suis tout seul aujourd'hui pour vous parler de Babylone, de Damien Chazelle, pour une raison assez simple, pour celles et ceux qui connaîtraient notre podcast déjà depuis quelque temps. Vous savez peut-être que je suis expatrié, voilà, depuis quelques semaines, quelques mois. Je vis au Canada et cette vie d'expatriation me permet, ça fait partie des petits avantages, n'est-ce pas, notamment liés à la cinéphilie, de voir des films, notamment américains, un petit peu en avance sur leur sortie dans l'Hexagone. C'est le cas de Fabelmans, peut-être que j'aborderai au moment de la sortie française, que j'ai eu l'occasion de voir il y a déjà pas mal de semaines, et c'est le cas de Babylone de Damien Chazelle, sorti fin décembre ici, et qui sort sous le 18 janvier, si je ne dis pas de bêtises, en France, à savoir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, et il me semblait intéressant, voilà, comme vous le savez, le DRS c'est un format plus court d'Entourloupe dans l'Azimut, où voilà, quand il faut y aller, quand on a envie de parler rapidement et de discuter quand on est avec Stéphane, mais aussi de parler, de s'exprimer sur un film qu'on a vu récemment, que ce soit une sortie récente ou pas, et hop, un petit DRS comme ça dans l'Azimut. Et là, je trouvais vraiment, en sortant de Babylone, que c'était le candidat idéal pour un petit DRS, parce que c'est un film, tout simplement, dont je voudrais discuter avec vous, dont je voulais vous parler. Je pense que c'est un film important, et ça veut pas dire que c'est un film que je trouve parfait. Je vais essayer de décliner tout ça. Pour ce faire, parce que on a quand même plutôt l'habitude avec Stéphane de spoiler très largement des films, et ça nous semble quand même important, pas pour le pur plaisir un peu malsain de vous spoiler des films, mais tout simplement parce que c'est important quand on veut détailler, analyser certains films, de rentrer un peu dans les détails de la narration. Or là, c'est un peu plus délicat puisque le film va sortir ou vient de sortir. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de séparer l'épisode en deux parties. Je vous mettrai un petit jingle et je prendrai des précautions oratoires de toute façon pour vous indiquer quand on passera dans la deuxième partie. Première partie où je vais essayer de vous parler tout simplement de manière le plus neutre possible du film. Essayer peut-être même pour des gens qui ne connaîtraient pas ce film ou qui n'auraient pas forcément d'avis dessus, de vous donner envie d'aller le voir, en fait, voilà. Et dans un deuxième temps, de donner un avis plus détaillé en rentrant vraiment dans le vif du sujet, en spoilant tout simplement le film. Et voilà, au moins on aura deux parties bien distinctes et ça permettra aux personnes qui veulent voir le film d'y aller et puis après de revenir et d'écouter l'autre partie. Pour ce qui est donc de Babylone de Damien Chazelle, on peut d'ores et déjà rappeler un peu qui est Damien Chazelle. Donc c'est un réalisateur américain avec des origines françaises qui s'est fait beaucoup connaître avec un film vraiment qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années, qui est La La Land. Donc voilà, c'est le réalisateur de La La Land. C'est un réalisateur sur lequel bon nombre de cinéphiles, et j'en fais partie, on place de grands espoirs dans Damien Chazelle, et même là c'est même plus des espoirs, c'est de grandes aspirations, parce qu'on sait de quoi il est capable désormais. On a plusieurs films derrière pour s'apercevoir. On a déjà un début de filmographie. Ses premiers films sont Guy and Madeline on a Park Bench, donc qui date de 2009, film qui, je me demande si c'est pas un film de fin d'études, mais je crois pas que le film ait été distribué chez nous, je ne l'ai pas vu, mais surtout le premier gros choc de sa filmographie, c'est Whiplash en 2014, qui a fait grand bruit. Je crois qu'il a gagné un prix au Festival de Deauville. C'est un film formidable sur la musique, que beaucoup ont déjà vu ici. Évidemment, La La Land en 2016, et un film assez mésestimé, quoique un peu réhabilité ces dernières années dans le cercle cinéphile, qui est First Man, le premier homme sur la Lune, qui date de 2018. First Man, c'est un film que j'ai énormément apprécié, comme tous les films de Damien Chazelle que j'ai pu voir, donc les trois, Whiplash, La La Land et First Man, sont des films que j'aime beaucoup, ce qui fait que j'attendais avec grande impatience Babylone, le film qui nous intéresse aujourd'hui, qui est, pour le pitcher sommairement, une sorte de nouvelle version d'une histoire qu'on connaît déjà très bien, qui est un peu ou prou l'histoire du film Chantons sous la pluie et du film The Artist,
à savoir le passage du muet au parlant dans le Hollywood des années 20, avec le premier film parlant que fut Le Chanteur de jazz en 1927. Donc Damien Chazelle prend ce cadre-là pour nous sortir un film, clairement un film événement, dans ce début d'année 2023. C'est un film très attendu par bon nombre de cinéphiles, mais même de manière générale, parce qu'on a un casting complètement dingue avec notamment Brad Pitt et Margot Robbie. Diego Calva vient compléter ce trio, même si c'est dans le film quasiment, on pourrait dire, le personnage principal, même s'il s'articule beaucoup autour de ce trio-là. Diego Calva, moi, c'est un acteur donc mexicain que je ne connaissais pas, que vous avez peut-être vu notamment dans la série Narcos Mexico. Et on peut d'ores et déjà dire voilà, que cette dimension événement du film, elle est pleinement justifiée. C'est un film qui en met plein la vue, de par son casting, de par sa thématique, et on va y venir de par sa mise en scène. C'est le plus gros budget qu'a eu à gérer Damien Chazelle. C'est un film qui a coûté, apparemment de ce qu'on peut trouver, 80 millions de dollars. Et on va le dire d'emblée, c'est pour l'instant un échec au box-office, notamment américain, où il subit de plein fouet certainement le raz-de-marée, sans mauvais jeu de mots, qu'est Avatar 2, La Voix de l'eau. Et ça fait un peu mal au cœur en fait, parce que voilà, je vais y venir après sur mon ressenti sur le film, mais c'est encore une fois un film événement, un film qui me semble être important de voir en salle, parce qu'on en prend plein la gueule pendant 3 heures de film. C'est une grande fresque sur le Hollywood des années 20. Je suis le premier à dire que ça peut ne pas parler à tout le monde, vraiment. Pareil, j'y viendrai dans la deuxième partie parce que ça fait partie de mon ressenti, mais c'est un film qui nous parle d'Hollywood, qui nous parle de cinéma, donc c'est un film quand même assez, pas niche, mais je dirais un peu méta sur le cinéma. Cependant, je pense que de par son projet initial, c'est un film qui va pouvoir parler à quand même beaucoup de spectateurs et vous ravir, ne serait-ce que pour ça, pour sa dimension épique. 3 heures de film avec une première partie, donc je dirais un premier tiers, la première heure du film complètement dingue, qui vous scotche au siège avec des séquences de fêtes qui enchaînent sur des séquences de tournage. Donc on voit comment pouvaient être tournées des grosses productions hollywoodiennes dans les années 20, avec plusieurs tournages en même temps sur le même plateau, enfin sur le même décor, un bordel sans nom. Le film est d'un chaos total, mais du coup a une énergie, à un rythme complètement fou. On est complètement transporté dès le début, in medias res, quoi. Parfois dans des outrances dont on ne savait pas capable Damien Chazelle. Donc le film a une tonalité vraiment, vraiment particulière entre le burlesque et le drame, avec une musique complètement folle de Justin Horwitz, qui est le compositeur attitré de Damien Chazelle. Il y a de gros ponts, on va dire, avec la musique de La La Land, je trouve, entre la musique de la BO de La La Land et celle de Babylone, mais ça fait partie du spectacle total qu'est ce film. De plus, voilà, comme je vous disais, même si c'est un film qui peut être qualifié de film cinéphile, à destination des cinéphiles dans l'histoire qu'il raconte, mais également dans le propos qu'il va diffuser, c'est aussi, il faut le dire, une superbe reconstitution des années 20. Un côté, si vous voulez, il y a dans la note d'intention, on pourrait presque imaginer la séance de pitch de Damien Chazelle auprès des producteurs. Il y a à se dire, ok, cette histoire du passage du muet au parlant, on la connaît, mais vous ne l'aurez jamais vu comme ça. Et ça, c'est vrai. Moi, à titre perso, je n'avais jamais vu un film qui me montre le Hollywood comme ça, dans toute sa splendeur et décadence en même temps. Cette ambiguïté-là, qui est, et là on peut le dire vraiment, constitutif du cinéma de Damien Chazelle, qui fait partie vraiment de ce qu'est Damien Chazelle, cette ambiguïté, toujours de souffler le chaud et le froid au sein du même film. On la retrouvait dans Whiplash, dans La La Land, évidemment dans First Man complètement, parce que First Man qui est quand même un film qui nous parle d'un des actes les plus héroïques des temps modernes, un moment historique, tout de suite totalement nuancé dès le début par une tristesse et tout un fond sur le deuil absolument glaçant. Et ça, cette ambiguïté-là, vous allez la retrouver dans Babylone. C'est un film qui vraiment vous chope par le col et vous galvanise, tout comme il peut vous tétaniser et vous rebuter par moments de par son outrance. Donc vraiment, il faut, pour celles et ceux qui voudraient ne pas trop en savoir sur le film, mais qui connaissent Damien Chazelle, rassurez-vous là-dessus, vous allez voir un film de Damien Chazelle dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous allez retrouver une fascination évidemment pour la musique, un certain rythme, une maestria aussi de mise en scène. C'est quelqu'un, franchement,
C'est un réalisateur de 37 ans qui est déjà en pleine possession de ses moyens, peut-être, qui est vraiment au taquet, qui sait comment diriger des acteurs, qui sait construire des séquences, qui sait mettre de la tension, de l'humour, du drame, du mélo, jouer tout ça, jouer avec ces émotions-là. Et donc vous allez retrouver aussi ce goût particulier qu'il a pour des récits, des personnages ambigus. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais revenir tout à l'heure dessus, parce que j'ai des nuances à apporter là-dessus. C'est quelque chose, vraiment, c'est un élément vraiment constitutif de son cinéma qui, moi, m'a un petit peu lassé, on va dire, sur Babylone, et je me tairai, je vous dirai pas pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 37 ans, on a affaire à un vrai auteur, on a affaire à quelqu'un qui a des thèmes récurrents, que sont donc évidemment le cinéma, mais plus généralement, la musique évidemment, mais plus généralement, plus universellement même, des thèmes comme la réussite, le sacrifice qui est omniprésent dans le cinéma de Damien Chazelle, ce qu'il faut sacrifier pour réussir, pour réaliser ses rêves. Et ça, c'est quelque chose. J'ai revu La La Land un petit peu après Babylone, c'est un film La La Land que j'ai vu plusieurs fois. C'est central dans La La Land, c'est vraiment la thématique du film. C'est central dans Whiplash aussi, où on se souvient que ce personnage principal sacrifiait beaucoup de lui-même, de sa personne, de sa vie, pour peut-être, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on ne spoile pas, mais peut-être essayer du moins de réaliser son rêve de devenir un grand batteur. Là, on retrouve ça dans Babylone, avec des personnages comme celui de Margot Robbie, qui est un peu cet ingénu qui... C'est vrai que je vous ai pas trop pitché le film, parce que je vous ai juste présenté le cadre, mais parce que, en gros, c'est assez classique dans son déroulé, on va dire. Une jeune starlette jouée par Margot Robbie veut dévorer Hollywood, veut faire sa place, faire sa place à Hollywood. Elle rencontre un jeune assistant régisseur, on a l'impression, d'origine mexicaine, qui est joué par Diego Calva, qui pareil lui veut réussir, veut tout donner pour travailler sur des films à Hollywood. Et tout ce beau monde croise évidemment la star ultra en place, la méga star qui est jouée par Brad Pitt, ultra charismatique, le Brad au top. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on peut décliner et qu'on peut mettre dans les points très positifs, c'est la direction d'acteur, les performances. Alors Brad Pitt, je m'étalerai pas trop, pareil, parce que je voudrais pas trop spoiler, mais je trouve son personnage très beau, et lui, très efficace, mais il fait presque du Brad, en fait, quoi. C'est Brad Pitt, quoi, il est trop fort. Diego Calva est super, c'est un acteur que j'ai découvert avec Babylone et je l'ai trouvé vraiment super, mais peut-être la grosse mandale dans nos phases de ce film, c'est Margot Robbie. C'est quand même une actrice, vraiment là elle est en train de confirmer, c'était le cas dans le Loup de Wall Street aussi, il y a eu d'autres performances derrière, mais je n'ai pas vu le film qu'elle avait fait, c'est I, Tonya, je crois, le film sur Tonya Harding. Il y a eu plein d'autres performances, mais là, la performance qu'elle délivre dans Babylone, avec un personnage, encore une fois, sur lequel j'aurais beaucoup de trucs à dire, mais elle bouffe l'écran, elle a une énergie de dingue. En même temps, le personnage peut être un petit peu usant, et c'est toute la thématique du film, vous verrez pourquoi, mais en tout cas, c'est indéniable pour le film, ça passe par le casting, ça passe par la réal du film, par sa musique, il y a une énergie de dingue. C'est un film... si vous avez le moindre doute, à voir en salle. Vraiment, ça me fend, comme je vous disais, ça me fend quand même le cœur de voir que Chazelle, c'est quand même trop cool, quoi. On lui a donné un gros budget, il peut faire son film, le film qu'il a en tête et tout ça, il fait une grosse reconstitution avec un casting qui est quand même assez impeccable, du gros Justin Horwitz qui nous balance de la musique à fond la caisse, et le film bide un petit peu. Si vous avez le moindre doute, allez voir Babylone en salle. C'est un film... je dirais pas important, mais ce que je trouve chouette, c'est que, comme beaucoup de films de Damien Chazelle, on peut voir 1000 films en un. Vous prenez un spectateur, vous en prenez un autre, ils n'auront pas vu le même film. Ce réalisateur a quand même, et c'est très fort pour quelqu'un qui a moins de 40 ans, il arrive à créer des récits assez ambigus et assez bien menés, et des films assez bien construits pour créer non pas du propos qu'on nous assène, mais des questions. On ressort avec plus de questions que de réponses d'un film de Damien Chazelle, et rien que pour ça, et pour l'expérience cinéma en plus qu'il nous livre, moi je trouve ça super, et ça serait dommage de passer à côté. Maintenant, ça c'est donc pour la première partie des qualités que j'ai trouvées au film, et qui je trouve pourraient vous inciter à aller voir ce film. On va passer à la deuxième partie, à savoir
mes nuances, mes réserves sur le film, et là je vais devoir rentrer un petit peu plus dans le détail, et puis on va parler aussi non même pas des réserves, mais de pourquoi ce film m'a tant intrigué et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. C'est tout de suite après ce jingle. When I first moved to LA, signs on all the doors said, "No actors or dogs allowed." I changed that. Voilà, petit jingle pour amorcer cette deuxième partie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez vu Babylone, ou vous vous en foutez, ce qui peut être une très sage décision, parce que oui, la surprise, c'est chouette, mais comme on le dit de temps en temps dans Entourloupe de l'Azimut, un bon film peut survivre à des spoils. Hein. Si vous faites spoiler un film, avec un peu de philosophie, on peut se dire « Ah ouais, mais normalement, même si je suis spoilé, le film est assez dense, assez riche, assez réussi pour être vu comme ça. » Bref, c'est ma petite obsession anti-spoil, mais je comprends parfaitement, et surtout pour un film qui vient de sortir, etc., c'est quand même important, on va pas spoiler les gens, mais moi je vais être un petit peu obligé de le faire ici dans cette partie, de parler de ce qu'on a vu du coup, pour parler du film et des nuances, parce que je dois être tout à fait honnête avec vous, quand je suis sorti de la salle, j'étais quand même un peu amer, quoi. Et ça, c'est lié à plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'il y a une dose d'attente aussi. Comme je vous le disais en intro, Damien Chazelle, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ses 3 premiers films, pour des raisons différentes d'ailleurs. Mais même First Man, qui avait été un petit peu décrit à sa sortie, moi je l'ai pris en pleine phase. Je me souviens d'une séance de dingue au Max Linder, Panorama à Paris. Je les salue d'ailleurs, cette salle me manque. J'aime énormément ce cinéma. Et tu vois First Man au Max Linder avec la grosse musique de Justin Horwitz et tout, et qui est tellement triste et tellement belle. Enfin, vraiment, c'était une séance à part. Donc j'attendais beaucoup son nouveau film. Arrive le nouveau, au moins déjà les premières rumeurs, et on savait de quoi allait parler le film. Déjà, moi je fais un peu la grimace. C'est à titre très personnel, même si j'aime énormément le cinéma, bien sûr. Je dois avouer, mea culpa, mea maxima culpa, avoir des grosses lacunes sur le cinéma hollywoodien, et même le cinéma général de cette époque. Hein. Le cinéma des années 20, vraiment, c'est pas mon délire, dans le sens où, pas que je n'aime pas, c'est que je ne le connais pas assez encore, et j'ai hâte d'ailleurs de découvrir tout ça. Mais donc, et puis en plus il y avait ce truc de ok, on va reparler d'une thématique connue, de Chantons sous la pluie, mais un peu au vitriol, quoi. Bon, j'aime beaucoup Chantons sous la pluie, j'avais bien aimé The Artist, et déjà je trouvais que c'était quand même une relecture, mais qui ressemblait beaucoup quand même. Donc j'étais un peu mi-figue mi-raisin, quoi. Et arrive le film, et comme je vous dis, j'ai pris ma grosse claque sur le début du film, je trouvais ça quand même assez ouf, avec en effet, pris par le rythme, et plein de trucs que je trouve super positifs dans le film. Cependant, je dois avouer quand même plusieurs réserves. La première réserve, qui fait partie, et c'est là où c'est très bizarre, des qualités, je vous parlais d'ambiguïté tout à l'heure, là c'est poussé à un paroxysme quand même assez dingue, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, j'aimerais beaucoup d'ailleurs avoir vos retours en commentaire. Je trouve que ce film souffle le chaud et le froid en permanence, et donc du coup j'ai du mal à m'impliquer émotionnellement. Je vous donne plusieurs exemples, notamment dans les personnages en fait. On a des personnages très fouillés, très complexes, le personnage de Margot Robbie par exemple, qui est galvanisante. Elle a une énergie, elle a une volonté de s'en sortir, parce qu'on voit son milieu, on voit d'où elle vient, on voit qu'elle a dû avoir une enfance et une adolescence horrible. Du coup, il y a de l'empathie là-dessus, et elle est fascinante, elle virevolte au début du film, c'est incroyable. Il y a toutes ces séquences où on voit aussi qu'elle sait jouer, qu'elle sait même très bien jouer, qu'elle est très forte là-dessus, et en même temps, 3 heures de film, elle devient insupportable. C'est une telle boule de chaos que moi, au bout d'un moment, il y a eu une fracture en fait. Je ne pouvais plus la suivre, elle allait trop loin. Ça, plus son détachement vis-à-vis du cinéma. J'entends par là que on sent, et ça vaut également pour le personnage de Brad Pitt et de Diego Calva, je vais y revenir, mais on sent que c'est des personnages qui luttent presque plus pour leur survie et leur ego que par amour du cinéma, en fait. Et ça, c'est très triste, en fait, je trouve. Et c'est en ça que le film est terrible. Le personnage de Diego Calva, par exemple, qui pourrait être l'inverse de ça. On pourrait me dire, bah, mais non, lui, non. Au début, il rêve vraiment de cinéma, et c'est vrai. Mais il va être perverti. Il va faire des saloperies. Toute la séquence avec le blackface est terrible. Il va demander à
cette muse chinoise donc de se séparer de Margot Robbie. Il va demander des choses terribles, il va devenir vraiment une enflure. Et le paroxysme de ça aussi, de cette ambiguïté qu'on sent vraiment profonde chez Damien Chazelle, c'est Brad Pitt aussi. Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt, qui a vraiment des séquences très belles, très touchantes sur une sorte de trivialité du cinéma, quand par exemple il répète la scène avec sa compagne, donc la compagne du moment qu'on imagine une actrice de théâtre, et qu'elle lui donne des conseils et qu'il l'envoie chier parce qu'en plus il est encore affecté par la mort de son ami, et qui lui dit mais moi je sais d'où je viens, je sais d'où le cinéma vient, c'est un art populaire. C'est touchant quand il dit ça. Moi ça m'a touché, et en même temps on peut pas complètement être avec lui en empathie, parce que t'as envie de lui dire ouais mais mec, peut-être, ok, t'as envie de parler d'une noblesse comme ça de ce cinéma populaire, mais t'en as fait quoi quand t'étais au sommet? T'en as rien fait, tu picolais, tu te droguais comme un âne, t'étais le mec le plus cynique du monde, donc en fait, même dans ces scènes où lui peut être des scènes très touchantes, quoi, tout de suite ça peut être contrebalancé par une sorte de je m'en foutisme et de dilettantisme, et du fait que voilà, il déboule sur le plateau. Il y a une magie qui se crée parce que cet homme-là, de parce qu'il est magique, avec, vous savez, ce plan au début avec le papillon qui se pose sur l'épaule et où il arrive, il est complètement beurré. Il est beurré, il en a rien à foutre, il y a une désinvolture totale. Donc au final, il y a... et c'est ce qui m'a... C'est à la fois une qualité parce que ça donne des personnages amples et complexes, mais si vous voulez, à un moment donné, notamment au milieu du film, je me suis retrouvé à me dire non mais là c'est terrible quand même. On est dans un film qui nous dit qu'Hollywood à cette époque-là, et donc par développement, notre Hollywood et l'industrie et le cinéma aujourd'hui, d'après Damien Chazelle, est un milieu irrécupérable. La scène de dîner, de réception mondaine où Margot Robbie gerbe sur tout le monde, elle est insupportable bien sûr dans cette scène, mais les autres le sont encore plus. Et donc moi au sortir de cette scène, j'avais vraiment, et en plus il pousse les potards à fond dans le burlesque et tout, j'avais vraiment l'impression que Damien Chazelle est en train de me dire ok, c'est l'enfer en fait, vraiment c'est Babylone, c'est la chute d'une civilisation, et c'est affreux, sale et méchant. Je me dis, pour quelqu'un de 37 ans qui veut nous faire un film sur le cinéma, convoquer des mythes du cinéma, vraiment ça me faisait mal au cœur. Je me dis mais c'est pas possible, il peut pas être aussi pessimiste que ça, quoi. Et en ça vient contrebalancer peut-être la fin, avec une fin très particulière dans ce cinéma, avec un montage qui nous montre l'évolution du cinéma, quelque chose de très abstrait d'ailleurs, où on voit une sorte de collage un peu de toute l'évolution technologique du cinéma. Et ça, pour le coup, alors c'est une scène qui m'a évidemment interpellé, que je trouve très belle formellement. Il y a vraiment des très jolies choses, mais ça, c'est pareil. C'est-à-dire que cette scène-là, on pourrait y voir un appel comme quelque chose qui dit « oubliez l'ego, le cinéma nous dépasse, il faut donc savoir oublier son ego ». Ce que dit textuellement d'ailleurs le film. C'est une jolie scène, mais c'est pas forcément là où le film est le plus fort. Vous savez, quand... espèce de journaliste star qui fait un peu la pluie et le beau temps à Hollywood dit à Brad Pitt ça c'est ton ego, mais de toute façon tu vas mourir, tu es terminé et il faut avancer. Et ça typiquement le film le dit, nous l'assène un petit peu trop, quoi. Mais c'est une belle idée en un sens, quoi, que des choses vont dépasser, et donc on pourrait voir une sorte de finale un peu positif, de se dire ouais, mais de toute façon ce qui compte c'est que le cinéma continue et il évolue en permanence, c'est une certaine marche du monde et marche du cinéma, et qu'il faut évoluer avec son temps. Ça, on peut voir ça, mais on peut aussi voir quelque chose de terrible dans cette fin où typiquement l'histoire qu'on nous a racontée, donc qu'est l'histoire de Chantons sous la pluie, est reconvoquée via Chantons sous la pluie dans une version donc cynique, puisque mine de rien Chantons sous la pluie rigole de ça, le prend un peu à la légère, et avec des spectateurs qui peuvent être fascinés. On peut voir ça comme des spectateurs fascinés qui regardent Chantons sous la pluie et donc qui sont encore fascinés par le cinéma. Mais on peut aussi voir autre chose. J'ai un peu vu des spectateurs bouffant leur popcorn, un peu genre hypnotisés, et le personnage de Diego Calva qui fond en larmes en voyant ces images-là, après vire dans une sorte d'élan de folie. On sait pas trop où il en est en fait, il est un peu perdu, quoi. Donc cette fin, elle est très ambiguë, encore une fois, je trouve. Et si vous voulez,
c'est quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a des liens, il y a des clairement, on voit des obsessions chez Damien Chazelle. C'est quelque chose qui était présent dans La La Land déjà. Dans La La Land, il y avait déjà, et ça c'est quelque chose que j'avais oublié, mais déjà par petite touche, le personnage par exemple de Seb, donc de Ryan Gosling dans La La Land, défend le jazz et une vision qu'il a en tête pure du jazz. Il dit « It's jazz and it's dying ». Et tout le cheminement du personnage de Seb dans La La Land, ça va être de jouer avec du compromis, du sacrifice, encore une fois. Il y a le personnage de John Legend qui vient le confronter et lui proposer un boulot. Il lui dit « Mais attends, comment tu veux sauver le jazz si plus personne ne l'écoute ?» Et alors là, on est en plein dans tout le truc de vraiment toute la proposition de Babylone, quoi. Pareil, il lui dit « Tu vénères Thelonious Monk, mais Thelonious Monk a révolutionné le jazz. » Donc toi, en fait, tu veux copier le révolutionnaire. Ça marche pas comme ça. Il va falloir trouver des trucs. Ça, on sent que c'est marrant parce qu'en revoyant La La Land, je l'ai vu et j'ai vu du Babylone. Clairement, Babylone reprend cette thématique-là, mais si vous voulez, avec toujours cette ambiguïté que je trouve presque triste parce que pour moi, c'est un réalisateur du tragique, Damien Chazelle. Donc le tragique au sens où il veut vraiment filmer une sorte de vérité telle qu'elle est, non pas optimiste, non pas pessimiste, mais d'essayer d'être le plus juste possible. Et ça, c'est assez triste, je trouve, en termes de... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, et c'est en ça que je disais tout à l'heure que Babylone et les films de Damien Chazelle sont fascinants, parce qu'ils nous confrontent, ils confrontent des visions du monde différentes, et on va voir des films différents en fonction de qui l'on est. Mais je trouve ça un peu triste qu'un homme de 37 ans voit le cinéma comme ça de manière si tragique, avec en gros un propos qui serait de dire il faut continuer de rêver, il faut suivre une sorte de marche de marche continue de technologie, voilà, qui va de l'avant, continue de rêver, mais sache que ce rêve n'est qu'une illusion et que ça va s'effondrer en fait, quoi, et que ça va te mener à des grands sacrifices et à être triste, quoi. C'est clairement aussi ce que dit La La Land là-dessus, quoi. C'est continue d'y croire, mais tu vas foirer ta vie à la fin. Bref, c'est un constat très amer. C'est même pas un constat ou un propos d'ailleurs, c'est vraiment des questions qu'il nous pose sur le devenir du cinéma, là en l'occurrence avec Babylone, mais qui, on en parlera peut-être à la sortie de Fablesman, forcément contraste avec des visions peut-être naïves. Moi, c'est pas naïf, je pense, c'est faussement naïf, comme celle de Spielberg, de dire ouais, oui, on sait que c'est difficile. C'est fait, la vie d'un cinéphile et rêvant de cinéma est faite de haut et de bas. Ça peut détruire nos vies, ça peut nous rendre très tristes, mais il faut continuer de se battre parce que le jeu en vaut la chandelle, en gros, quoi. Et c'est un peu et ça, c'est une vision, même Spielberg le dit, quoi. Et il y a un aspect très lumineux dans les derniers films de Spielberg. Il y a quand même s'il peut aborder des thématiques très très profondes et être très dur par moments, avoir des films très durs, mais il y a un réel, une vision vraiment positive du cinéma et de ce qu'il peut apporter. Or là, on ressort de Babylone rincé déjà. Moi, j'étais vraiment épuisé. Et en plus de ça, en me disant, avec un goût vraiment doux amer, de dire, ok, a priori, il aime le cinéma, mais j'en suis même pas sûr. Non, je charrie, mais j'en suis même pas sûr dans le sens où il semble être tellement désabusé déjà, ou pas désabusé, mais tellement tragique en fait sur l'état du cinéma et de ce qu'il peut apporter. Le film finit quand même mal, quoi. Ça finit mal pour Margot Robbie, ça finit mal pour Brad Pitt et pour notre personnage principal, Manny, si ma mémoire est bonne, donc Diego Calva. C'est pas la fête non plus, hein. Clairement c'est compliqué. Et je constate également, et ça me semble assez fascinant, que c'est une question qui travaille quand même. Le devenir du cinéma, c'est quelque chose qui travaille bon nombre de réalisateurs à Hollywood en ce moment. C'est le cas de Damien Chazelle, c'est le cas de Spielberg, c'est le cas de Quentin Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood, qui avait un propos très différent, ou du moins une vision très différente de la chose. C'est le cas dans un pays différent de È stato la mano di Dio de Sorrentino. C'est voilà, des gens qui parlent de leur enfance, ou d'époques révolues, qui convoquent l'histoire pour essayer de parler du devenir du cinéma. C'est fascinant, c'est dérangeant, ça nous pose plein de questions, ça alimente des discussions
Et mine de rien, c'est un peu aussi trop cool d'avoir ça, quoi. Donc c'est un film qui m'emmerde, Babylone, que j'ai très envie de revoir, mais voilà, j'avais envie de vous en parler en ces termes, de vous parler de cette ambiguïté-là, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, je suis impatient d'avoir vos retours, mais en tout cas, voilà, comme vous l'aurez compris, je pense que c'est un film vraiment cool à aller voir en salle, c'est une super expérience. Et encore, j'ai pu en discuter avec des amis qui l'ont vu déjà aux États-Unis ou au Canada. Et voilà, les perceptions sont différentes et c'est trop bien. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un peu particulier d'Entourloupe dans l'Azimut, dans son format DRS, on va dire DRS, mais n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. C'est un peu spécial d'enregistrer ça tout seul, et si jamais ça vous plaît, on pourra peut-être penser à d'autres, parce qu'il y a des films, je pense à je vous ai parlé de Fablemans, qui est sorti déjà depuis pas mal de temps ici et dont on pourrait vous parler à la sortie française. Merci beaucoup, bon film et à très vite.